Vous avez un certain nombre de penseurs et de penseuses qui ont intégré à leur réflexion bioéthique la question des vulnérabilités, la question du corps fragile, du corps susceptible d'être affecté par la maladie, la vieillesse, les maladies neurodégénératives, etc., etc. Alors les transhumanistes, pour parler grossièrement, ils en ont rien à faire. Ça ne les intéresse pas. Là où il y a de la vulnérabilité, il faut se transformer pour devenir invulnérable. Les transhumanistes, les militants transhumanistes revendiquent un nouveau droit fondamental qu'on pourrait inscrire dans les droits de l'homme, c'est le droit de chaque individu à transformer son corps comme il l'entend, sans qu'aucune instance, institution religieuse, étatique ou autre y ait à redire. Là, je crois qu'on a un choix de société à faire. Est-ce qu'effectivement on encadre de façon stricte, on interdit, avec des interdits lourds, les crimes contre l'espèce humaine, dans un souci de transparence démocratique, de faire savoir à nos concitoyens qu'il y a des degrés dans ces pratiques, pratiques individuelles, pratiques collectives, ce qui est alternatif de ce qui est définitif, ce qui affecte l'humanité, mais avec le libre arbitre, et ce qui affecte l'espèce humaine. Et là, on s'est engagé à ce que l'évolution de l'espèce humaine ne soit plus biologique, mais soit une évolution technologique, avec une prise en main de cette évolution. Cette prise en main de l'évolution technologique de l'espèce humaine, elle ne peut plus être démocratique. On est dans une menace sur l'humanité, avec ce qui pour moi est l'essence de l'humanité, la dignité humaine. Thérapie ou amélioration, ça c'est un débat qu'on trouve régulièrement dans le débat sur le Human Enhancement. Et c'est une distinction qui a été utilisée longtemps. Je peux penser aussi, elle est utilisée dans la loi française. Tout ce qui est thérapeutique est acceptable, tout ce qui ne l'est pas, ne l'est pas. Dans cette littérature, on a voulu utiliser cette distinction comme étant une dichotomie à usage moral. Et en fait, c'est beaucoup plus difficile. C'est pas une frontière si claire. Il y a toujours ce flou. On a la chirurgie esthétique, on a l'hormone de croissance. On est toujours dans des cas qui sont flous. À quel moment a-t-on dépassé la frontière de l'un et de l'autre ? Et parfois, en autorisant un usage thérapeutique, en fait, on ouvre la porte à d'autres usages. Il faut aussi penser que l'OMS, depuis 1946, dit que le concept de santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Donc, elle semble appuyer cette vague vers l'amélioration de son bien-être. Avec l'avènement des neurotechnologies, et en particulier les implants cérébraux intelligents, eh bien le cerveau est devenu l'organe de centration d'un questionnement sur l'identité humaine. Mon travail actuel est celui-ci. Il réactualise une vieille question venue de l'école des mégariques du 5e et 4e siècle avant Jésus-Christ, qui consiste à se demander à partir de combien de grains de sable on a un tas de sable. Moi, je me pose la question, à partir de combien d'implants cérébraux dans le cerveau on cesse d'être un être humain. Le transhumanisme nous oblige à repenser notre façon de nous représenter l'humanité. Il ne s'agit pas seulement d'une difficulté d'identité, il s'agit aussi d'une difficulté à anticiper quelles devront être les structures sociales pour protéger les êtres humains modifiés et ceux qui ne sont pas modifiés par les nouvelles technologies. Il me semble que la gravité des questions et des enjeux éthiques que pose le transhumanisme et les recherches en neurotechnologie et toute autre recherche de ce type nécessite justement un recrutement extrêmement important des sciences humaines et sociales aux côtés de ceux qui développent les sciences et ces technologies. L'homme doit-il être libre de faire ce qu'il veut et on doit laisser faire ? Ou est-ce qu'il faut mettre des limites ? Et pourquoi on mettrait des limites ? Et de quel droit on mettrait des limites ? Voilà. Et si jamais on met des limites, il y aura des fraudeurs, il y aura des pirates et qui, en fait, essaieront d'aller plus vite. On a des phénomènes aujourd'hui en Corée, en Chine, où on essaye d'avoir de la super intelligence. Enfin, on voit, on est en train de travailler là-dessus. Et donc, ce que nous, on ne fait pas, d'autres le font. S'il y avait eu un comité d'éthique en 1987, je n'aurais pas pu mettre une électrode dans le cerveau d'un parkinsonien parce que c'était pour le détruire. Là, je ne pouvais pas le mettre pour stimuler. Qu'est-ce que ça veut faire ? Ça n'a jamais été démontré. Et 32 ans après, on ne sait toujours pas pourquoi ça marche, pourquoi on stimule à haute fréquence et pas à basse fréquence. Donc, toutes ces questions, la réponse, elle n'existe pas et on n'aurait pas pu le faire. Je trouve que ça aurait été un peu dommage. Vos comités d'éthique, qu'est-ce qu'ils font ? Ils protègent, ils se protègent eux-mêmes, ils font attention à ce qu'il n'y ait pas un couac qui fait qu'il va y avoir un procès. Et ils vous protègent, vous, directrice, et ils protègent le ministère de la Santé. Et le malade, là-dedans, on n'en tient pas véritablement compte. Une discussion avec des philosophes, avec des gens qui
qui ont l'esprit détaché des ennuis du quotidien, mais pour nous aider à réfléchir, que ce ne soit pas des censeurs, des gens en plus qui interdisent, il y en a déjà suffisamment. La prévention, c'est prévenir des risques qu'on connaît, alors que la précaution, c'est en situation d'incertitude, quelle attitude adopter. Là, effectivement, on est dans des situations où on manque de savoir. Donc la question de la précaution se pose. Mais en même temps, si on adopte le principe de précaution jusqu'au bout, on ne peut plus rien faire. Il me semble préférable de passer plutôt à un mixte de précaution et de prévention avec des cerveaux humains pour réfléchir à, étant donné les connaissances qu'on a pour l'instant et ce dont on se doute, qu'est-ce qu'il vaut mieux ne pas faire? Qu'est-ce qui, au contraire, paraît tout à fait envisageable, moyennant qu'on y garde un œil pour voir si ça se vérifie? Sur nous, chercheurs, on a une certaine pression et une réorientation de la recherche et développement, dans le sens où il y a une péremption et une dépréciation thématique extrêmement forte. Très vite, on a sorti quelque chose, mais dès que la preuve de concept est là, de rendre la technologie vraiment accessible, utilisable de façon écologique, c'est beaucoup moins intéressant. On est un peu sur une course permanente, une fuite en avant technologique qui est liée aussi à la néophilie de la société, avec ce risque qu'on adopte des technologies sans une réflexion sur le risque à long terme. C'est le cas des technologies implantées. On va de plus en plus vers l'implanté. Il y a un gros projet de la DARPA qui vise vraiment à financer des solutions d'électrodes implantées, des simulateurs implantés, alors qu'on n'a pas de visibilité et que ce qu'on rend de façon implantée, on pourrait le rendre de façon externe. Ça serait aussi pauvre actuellement. Cette question transhumaniste, elle éclipse complètement la question réelle de besoin médical, de la réalité de la recherche, de la réalité des patients, qu'elle simplifie le débat. On se retrouve toujours à vous êtes pour, vous êtes contre, à la limite opposer le naturel et l'artificiel quand on sait à quel point c'est une approche caricaturale. Et puis un focus toujours sur la technologie plutôt que l'humain. Le débat entre réparer et augmenter, tout est une question de normes. On a déjà une société qui accepte certaines pratiques. On peut parler du dopage aussi, le dopage peut-être pas sportif, qui n'est pas accepté d'un point de vue sportif, mais qui est accepté d'un point de vue intellectuel. Il y a de plus en plus de substances que les gens prennent au travail pour améliorer leurs capacités cognitives. Et il y aura moins d'opposition de la part de la société vis-à-vis de ces pratiques-là. Tout est une question de normes sociales. C'est-à-dire que si la société considère que cette technologie-là, c'est pas vraiment de l'augmentation, c'est de l'anthropotechnie, c'est du bien-être, on y a le droit, on la valide. Dans ce cas, on peut totalement faire bouger la norme. La chirurgie esthétique telle qu'elle est pratiquée au Liban ou en Corée du Sud, elle n'est pas acceptable au regard de notre norme sociétale française actuellement, mais elle l'est totalement là-bas. Et ça pourrait basculer et ça pourrait ouvrir la voie à tout un nombre de pratiques d'amélioration individuelle technologique. Les philosophes doivent aller dans les laboratoires des sciences de la nature. C'est impératif. Le chercheur ne gagne sa responsabilité qu'à partir du moment où il ne se considère pas seulement comme un scientifique, mais comme aussi un citoyen. Il ne se passe pas un jour dans mon laboratoire où on ne parle pas philo, on ne parle pas d'éthique sur les enjeux de ce qu'ils sont en train de développer. Pas un jour. On n'est pas là pour juger leur travail, on est là justement pour comprendre le sens de ce qu'ils font, pourquoi ils le font, dans quel objectif ils le font, comment ils le font, ça signifie quoi pour eux de le faire, etc. Et au bout du compte, assez rapidement, ils se rendent compte que nous sommes une aide extrêmement importante pour donner du sens à ce qu'ils développent. Donner du sens existentiel. Ce n'est pas que d'utilité, c'est aussi de la substance existentielle. C'est effectivement un sujet extrêmement complexe, donc de façon très caricaturale, je dirais que cela commence effectivement à l'école, donc c'est une question de formation. Il y a des formations, je dirais, à la philosophie, en tout cas en France en terminale, pourquoi pas des formations aussi au raisonnement scientifique et je dirais très tôt dans l'enfance. Donc cela passe effectivement par, certes, la notion d'expérimentation, etc., mais je dirais même légitimer le doute. Légitimer l'incertitude, de montrer qu'en réalité l'incertitude, c'est la meilleure façon de s'engager dans un processus d'amélioration constante. Je pense que c'est la question de la pédagogie, en fait, qui est majeure, parce qu'on a une tendance à vouloir parler d'éthique, et donc je ne suis pas éthicien ni politique, et donc la façon qu'on a d'encadrer, de vouloir régir, codifier, légiférer ou bloquer, c'est hélas souvent difficile. Par contre, en fait, la pédagogie, c'est une manière de faire, pas blocage,
mais de limiter les mauvaises conséquences en fait que pouvaient avoir ces idéologies, sans tomber dans des clichés sur le fait que certaines religions sont en perte de vitesse et que peut-être la croyance en la technologie ou la science, quand elle est présentée de certaine façon simpliste à outrance, elle devient presque une nouvelle religion, une nouvelle croyance. Il y a un risque à ça. Le droit n'intervient qu'à partir du moment où il y a un rapport d'altérité. Nous ne sommes pas là, en tant que juristes, pour réglementer l'intime. Le transhumanisme révolutionne beaucoup de choses d'un point de vue scientifique, peut-être beaucoup moins d'un point de vue juridique. Le cadre de la réflexion demeure, et ça c'est quelque chose d'important à dire. C'est notamment le cas dans ces deux formes d'altérité qui vont intéresser le juriste. C'est d'abord protéger la personne contre elle-même, et puis deuxième expression de cette altérité qui va interroger le droit, c'est la protection d'intérêts généraux qui dépassent évidemment des intérêts individuels, même lorsqu'il s'agit de la sphère corporelle. Pour moi, le plus important, c'est qu'il faut donner des droits, je vais vous choquer, mais il faut donner des droits aux robots en ce que les robots permettent à l'humain d'être un être humain à part entière. Je ne suis pas du tout dans l'idée de donner des droits aux robots comme Isaac Asimov avait donné des lois à ses robots, c'est de la science-fiction. Il ne s'agit pas de donner la personnalité à un robot. Mais par contre, de considérer qu'un robot fait partie de la personnalité d'un humain dès lors qu'il aide cet humain à être un humain au sens plein du terme. Pour lutter contre la marchandisation que les sociétés privées sont en train de mettre en place, les fameux GAFA, eh bien je sais par exemple pour une sanctuarisation de l'appareillage numérique et de l'accès au réseau, par exemple, à une connectivité, dès lors que cela permet à une personne handicapée qui ne peut pas se déplacer de faire son travail, de remplir ses devoirs sociaux ou ses devoirs électoraux, et qu'importe qu'il ait acheté à une société privée ou pas, ça fait partie de sa personne. Et ça, à mon avis, on peut le faire. Mais je crois que le droit a besoin de zone grise. Le droit a besoin de zone grise, tout n'est pas blanc et tout n'est pas noir. Et quand on définit, on met du noir ou on met du blanc. Et le gris, c'est important. Est-ce qu'on a besoin de définir la dignité? Est-ce qu'on a besoin de définir les besoins? En revanche, on a besoin de savoir à quoi sert le concept. Après, pourquoi je dis zone grise? Parce que j'ai un exemple facile, avec mes étudiants, c'est toujours bien d'avoir des exemples faciles, c'est Oscar Pistorius. Oscar Pistorius, il est réparé ou il est augmenté?